Bonjour à vous et bienvenue dans ce 148e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons d'Environnement Toxique, un album vraiment passionnant que l'on doit à Kate Beaton et aux éditions Casterman. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur 6 autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 148e épisode, il sera aussi question de la sortie de l'album À la recherche de l'homme sauvage, titre que l'on doit à Frédéric Biel, qui est sorti chez Delcourt. Nous vous parlerons aussi de l'adaptation du roman de Patrick Gauvin, La Chambre des officiers, adapté en bande dessinée par Philippe Charlot au scénario, Alain Grand au dessin, et c'est coédité par Jean-Claude Lattès et les éditions Grand Angle. Nous vous parlerons de la sortie de l'album Par la force des arbres, autre adaptation d'un roman signé Édouard Cortès que l'on doit à Dominique Mermoux et c'est édité chez Rue de Sèvres. Nous vous présenterons la sortie de l'album Carnet de prison, que l'on doit à Galien et aux éditions Stenkiss. Nous parlerons aussi de la sortie du 2e tome de Mégafauna, baptisé Le Livre des délices et des infortunes, que l'on doit à Nicolas Puzna et aux éditions Sarbacane. Et comme pour chaque épisode, nous terminerons avec une réédition, celle de Jo, Z et Joko de l'immense Hergé, dont l'intégrale est disponible chez Casterman. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. Avec Environnement Toxique, coup de cœur principal de cet épisode, on peut parler sans se tromper de véritable chef-d'œuvre. L'ouvrage a d'ailleurs remporté un franc succès de l'autre côté de l'Atlantique. Roman graphique préféré de Barack Obama en 2022, pour reprendre l'argumentaire développé autour de ce titre, en réalité, on se demande aisément comment on pourrait ne pas aimer cet album, tant il est truffé de qualité. En France, ce sont les éditions Casterman qui éditent ce beau bébé au format 22 par 15 qui fait 440 pages et qui approche le kilo, ce qui convient de bien s'installer pour se plonger dans cette lecture. C'est au Canada, pays d'où est originaire son autrice, Kate Beaton, que nous entraîne cette bande dessinée pour un récit autobiographique que tente de reconstituer la jeune femme. Au moment où se déroule cette histoire, la jeune Kate a 21 ans, elle vient de terminer des études qui lui ont coûté cher et qu'elle a financé via un prêt étudiant, prêt qu'il va falloir vite rembourser si elle ne veut pas l'avoir sur les épaules trop longtemps. Kate vit avec sa famille sur la petite île de Cap-Breton, territoire de la Nouvelle-Écosse, qui est elle-même une province du Canada située à l'est du pays. Malgré ses diplômes en sciences humaines, la demoiselle a décidé d'utiliser le moyen le plus efficace pour rembourser rapidement son prêt, travailler pour un secteur en vogue au Canada à cette époque, un domaine qui paye bien, mais qui est harassant, celui des sables bitumeux. Derrière ce terme se cache en réalité un nouveau mode d'extraction du pétrole dans la région de l'Alberta, plus à l'ouest du pays, une extraction qui n'est pas sans impact négatif pour l'environnement. Si les problèmes environnementaux, de même que cette technique d'extraction, sont évoqués en arrière-plan, l'album va surtout s'intéresser au quotidien de cette jeune femme d'à peine 21 ans, dans un univers composé essentiellement par des hommes. C'est donc la fleur au fusil qu'elle arrive à Fort McMurray, où elle va travailler pour le genre Synquoud, en même temps qu'elle fera des services dans un petit bar-restaurant de la ville. Magasinière dans le dépôt de matériel, elle va passer ses jours et ses nuits, en fonction des rotations, à lister et fournir le matériel aux ouvriers qui vont venir la solliciter. Et c'est là que le bas blesse, car rapidement nous sommes plongés dans un bain où la misogynie et le sexisme sont le lot quotidien de ces hommes qui se retrouvent entre eux et qui sont baignés dans un environnement violent où l'homme se soumet à un travail rude et pénible.
Si la naïveté de Kate la laisse quelque peu perplexe les premiers jours, assez rapidement, elle s'habitue à cette grossièreté et cette goujaterie ambiante qui touche quasiment toutes les femmes de ce secteur d'activité. Dans cet environnement toxique, les agressions sexuelles font aussi partie de l'éventail des violences du quotidien pour ces hommes dont on rappelle qu'ils pourraient être les pères, les frères ou les oncles de l'autrice. Pour autant, la force de ce récit est aussi de nous faire comprendre toute la complexité que peut représenter cet univers puisque l'on devine qu'au fil des expériences, Kate finit par s'attacher à certaines des personnes qui l'entourent. C'est d'ailleurs là que réside toute la force de cet album, nous montrer un environnement professionnel difficile avec tout ce qu'il peut engendrer comme souffrance chez les hommes, qui les feront répercuter ensuite chez celles qu'ils désignent comme plus faibles, les femmes. Pour servir ce récit captivant et pour mettre la violence du quotidien à une certaine distance, Kate Beaton propose un dessin très doux dans une bichromie bleue et découpant le récit en plusieurs petites scénettes comme autant de moments de vie. Son dessin très expressif permet aussi de comprendre sans aucune difficulté les enjeux de cette histoire et ses réactions quand elle est confrontée à des situations complexes du quotidien. Ici, Kate Beaton ne se fait pas juge de l'environnement qu'elle nous propose, elle nous fait part de son expérience de vie et n'omet jamais de nous raconter combien celle-ci fut des plus particulières pour elle, qui avait tout juste la vingtaine. Vous aurez compris que nous avons eu un véritable coup de foudre pour cet ouvrage, album sorti le 8 mars dernier et dont la traduction est signée Alice Marchand, si l'on veut être le plus complet possible. Sans nul doute, Environnement toxique est un album qui va trouver son public chez nous, au moment où se pose la question de la pénibilité au travail. Cet album vient nous rappeler combien le travail peut avoir un impact sur le quotidien des individus. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention ces 2 dernières semaines. Véritable coup de cœur et album pour le moins original, nous avions envie de vous parler d'un titre que l'on doit à Frédéric Biel et aux éditions Delcourt, À la recherche de l'homme sauvage. C'est ici une véritable bande dessinée d'aventure qui vous attend et un bel hommage rendu à Tintin, une référence qui sert de toile de fond à cet ouvrage qui se démarque par sa singularité. Héros de cette aventure, un certain Augustin n'est encore qu'un enfant quand il est visité presque chaque nuit en rêve par un personnage qu'il a surnommé l'homme ombre. Il faut dire qu'Augustin est un enfant livré à lui-même, son père étant décédé et sa mère trop accaparée par son travail pour s'occuper exclusivement de lui au quotidien et qu'il a développé un véritable univers intérieur. C'est donc dans la lecture que se réfugie le jeune garçon et parmi ses lectures de chevet, Tintin figure en bonne place dans les bibliothèques qui recouvrent les murs de sa chambre. Avec le passage à l'âge adulte, Augustin a tiré le fil de ses passions, celle entre autres qu'il a pour l'anthropologie qu'il peut pratiquer en compagnie du professeur Rock que lui a fait rencontrer sa petite amie Judith. Mais voilà, Augustin n'a jamais vraiment oublié ce personnage qui a hanté ses nuits étant jeune, cet homme ombre dont il va essayer de retrouver la trace dans la vraie vie contre la vie du professeur Rock. C'est qu'aucune civilisation ne peut attester de cette existence, tout juste sait-on qu'un auteur russe du nom d'Igor Semeshki s'est mis sur sa trace au milieu des années 50 sans résultat probant a priori. C'est donc là que démarre l'aventure pour notre héros qui, tel un Tintin des temps modernes, va s'envoler pour les montagnes du Pakistan à la recherche de l'homme sauvage, celui qui le hante maintenant nuit et jour. C'est ainsi que dans cette quête, il va pouvoir compter sur l'aide de Capitaine, André Capitaine de son vrai nom, alcoolique, barbu et solitaire, qui n'est pas sans rappeler le capitaine Haddock. Plus nous allons avancer dans l'intrigue et plus le brouillard va s'épaissir autour de ce mystérieux personnage qui pourrait être un homme de Néandertal resté à jamais dans sa montagne. Non seulement Frédéric Biel arrive à captiver son lecteur avec cette histoire passionnante d'un homme qui part à la rencontre de lui-même, mais il le fait avec un dessin de toute beauté qui correspond parfaitement à l'univers de cet album. Son trait, net et précis, met en scène de magnifiques paysages sauvages qui participent à l'atmosphère à la fois accueillante et parfois inquiétante
de ce titre. Avec sa galerie de personnages secondaires qui ont un vrai rôle dans ce récit, il finit de nous embarquer dans cette aventure qui s'étale sur 128 pages et dont on aurait aimé qu'elle fût plus longue, tant on a pris de plaisir à se plonger dedans. Adapté au cinéma en 2001, c'est maintenant en bande dessinée que l'on peut découvrir le très bon roman de Patrick Gauvin, La Chambre des officiers. À la faveur d'une collaboration entre les éditions Jean-Claude Lattès et l'éditeur Bambou, plusieurs romans seront ainsi adaptés en bande dessinée, comme ce fut le cas notamment pour La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz. Ici, ce sont sur les champs de bataille que l'on vous emmène, nous sommes alors en 1914, à l'aube d'une guerre qui va faire des millions de morts et mutiler de nombreux jeunes hommes. C'est le destin qui attend le lieutenant Adrien Fournier, ingénieur dans les ponts et chaussées dans le civil, et chargé de faire enjamber la Meuse avec ses ouvrages pour contrer les Allemands. De la guerre, Fournier ne va pas voir grand-chose, puisque dès sa première arrivée sur le terrain, un obus explose emportant avec lui sa bravoure et une bonne partie de son visage. Plongé dans la peau du lieutenant dès les premières pages, on devine la gravité de sa blessure à travers le regard que l'on porte sur lui et le diagnostic que les médecins prononcent alors que Fournier a repris connaissance. Aussi, le jeune homme sera-t-il le premier à être admis à l'étage des officiers à l'hôpital du Val-de-Grâce, un étage qui ne cessera de se remplir au fur et à mesure que le temps avance. Les gueules cassées, comme on les appelle alors, voient leur existence comme mise en pause le temps d'un douloureux travail de reconstruction physique, mais surtout psychologique. Adrien Fournier, beau jeune homme qui se plaisait à séduire les jolies filles, comme la belle Clémence qu'il a séduite et aimée le temps d'une nuit avant de partir à la guerre, doit faire le deuil de ce pouvoir. À l'hôpital, il est surtout rejoint par d'autres soldats blessés, dont certains vont devenir des amis du quotidien, comme Pénanster et Vieille, ou encore Marguerite, la seule femme présente à l'étage des officiers. Ensemble, on réapprend à vivre, à compter pour l'autre et à se protéger du monde extérieur et de son regard impitoyable, d'autant que la guerre finira bien par se terminer. C'est une très belle adaptation que réalise ici Philippe Charlot, décidément bien inspiré en ce moment, lui dont on présentait son récent Royal Fondement, toujours chez Grand Angle. Ici, il confie la partie dessin à Alain Grand, qui sait mettre en scène la cruauté de cette guerre avec un dessin semi-réaliste qui ne fait pas l'impasse sur les ravages qu'elle a provoqués sur les corps. Avec ce même dessin, il arrive aussi à donner du rythme à ce récit qui se déploie sur 72 pages, rendant justice de la plus belle des façons au roman de Duguin, qui fait aussi réfléchir sur la notion de beauté et de laideur. Pour être complet et parce qu'elle joue un rôle important, c'est Tanja Véniche qui s'est occupée de la partie couleur de ce titre paru chez Grand Angle et disponible en librairie depuis le 1er mars dernier. Après le très bon Entre les lignes, adaptation d'un roman de Baptiste Beaulieu, Dominique Mermoux change de sujet et adapte cette fois-ci un roman d'Édouard Cortès qui s'intitule Par la force des arbres. Ici, il est question d'un retour à la nature pour s'échapper d'un quotidien qui peut être infernal et étouffant, retour à la nature qui fut d'ailleurs un mouvement de fond au moment du premier confinement. Récit d'une tranche de vie par le dessin gracieux de Dominique Mermoux, c'est à la cime d'un grand chêne que l'on se retrouve propulsé dans ce nouvel album sorti le 15 mars dernier en librairie. Quand Édouard Cortès prend la plume, c'est un homme au bord de l'abîme, fatigué qu'il est par cette vie stressante du quotidien et échaudé par les rouages administratifs qui l'ont éloigné de la terre et de son métier d'agriculteur. Comme ce dernier tient encore assez à la vie pour continuer de voir grandir ses enfants, il va se servir d'une corde non pas pour se pendre, mais pour grimper à la cime des arbres, et en particulier ce vieux chêne qu'il va choisir pour élire domicile. C'est décidé, il va passer 3 mois seul dans son arbre, se couper du monde pour se retrouver et reprendre cette vie lente à l'abri du tumulte des hommes à laquelle il aspire. Avec un dessin plus illustratif que narratif, comme on le retrouve dans des bandes dessinées plus classiques, Dominique Mermoux met en image cette aventure qui fait prendre de la hauteur et qui offre une sacrée respiration au lecteur. On retrouve d'ailleurs ici le même procédé illustratif que pour Entre les lignes, présenté dans le 106e épisode de notre podcast, un procédé qui permet une immersion douce et complète dans le récit.
Ainsi, après l'explication du projet, nous avons droit à la construction de la cabane, les derniers jours sur la terre ferme et la montée dans l'arbre pour une aventure qui s'achèvera au moment où commence l'été. Le regard s'attache alors sur ce qui devient le quotidien de notre héros, il nous décrit les oiseaux avec qui il partage cet environnement, le jet des chênes, le pic et pêche ou encore les animaux sur la terre ferme, comme les sangliers ou les chevreuils. Il nous explique aussi sa routine quotidienne, rendue complexe par le côté spartiate de son habitation, mais qui prend d'autant plus de valeur qu'elle demande un investissement personnel considérable. On comprend aussi combien les aléas climatiques, comme l'orage, la pluie et le vent, ont un impact considérable sur la cabane construite dans les arbres, mais un impact relativement faible sur le moral de Cortés. C'est donc un véritable retour à la nature que nous propose cet ouvrage, une lecture qui prend son temps et se déploie en douceur sur les 120 pages de cet album que publient les éditions Rue de Sèvres. L'originalité de ce projet n'est pas sans rappeler les histoires de Sylvain Tesson pour un album qui, le temps de sa lecture, nous éloigne du bruit des hommes et donne à notre tour envie de communier avec la nature. C'est derrière les barreaux que nous entraîne notre coup de cœur suivant, un album passionnant au format carré, comme pour mieux symboliser cet enfermement. Carnet de prison, titre que l'on doit à Galien, nous fait donc passer les portes d'une maison d'arrêt afin de découvrir ce monde que l'on connaît souvent très mal, faute d'y être allé, et heureusement. Galien est un auteur de bande dessinée et en 2014, Marion, une amie qui apparaît dans cet album, lui propose d'animer un atelier de dessin en prison, chose que l'auteur va tout de suite accepter. C'est d'ailleurs sans savoir vraiment où il met les pieds, mais avec les appréhensions que l'on peut imaginer, qu'il va découvrir ce monde qui a ses propres règles et ses propres codes. Ainsi, on accompagne l'auteur dans cette découverte au cours de cet atelier qui l'animera jusqu'en 2016 avec des détenus différents au fur et à mesure des semaines en fonction des entrées-sorties, des parloirs ou de l'intérêt des détenus pour l'atelier. La première chose qui surprend à qui n'a jamais porté un regard précis sur ce lieu, c'est son rythme, ce rythme lent où chaque chose que l'on fait, comme pénétrer au sein de l'établissement, peut prendre un certain moment lié aux questions de sécurité. Passer les différentes portes, être fouillé, ne pas pouvoir apporter du matériel comme on le souhaite, la prison a ses codes que Galien nous fait découvrir dans cet album en proposant de petites histoires qui tiennent en quelques pages. On entre sans aucune difficulté dans cet ouvrage captivant sur l'univers carcéral qui offre une plongée sincère et précise comme on en a rarement lu ou vu, comme le rappelle Alain Badiou dans la préface. On découvre ainsi le portrait de quelques-uns des détenus qui viennent à l'atelier, des détenus dont Galien se garde bien de savoir pour quelles raisons ils sont en prison, afin de ne pas se laisser perturber dans le rapport qu'il met en place avec eux. Nombreux seront d'ailleurs les prisonniers qui essayeront de profiter de sa présence pour cantiner des services ou des objets, tout se vend et tout s'achète en prison, comme le rappelle l'auteur. L'album est d'autant plus intéressant que l'histoire, déjà captivante, est servie par un très beau dessin dominé par des teintes rouges, bleues et violettes. Ce même dessin permet ainsi de matérialiser cette immersion. Il se fait précis pour montrer les attitudes et les émotions et permet au lecteur une immersion totale dont on ne sort pas indemne. C'est que l'album propose aussi une réflexion plus globale sur le rapport que la société entretient avec la prison, à la fois lieu qui protège la société, mais qui n'annihile pas la violence, loin s'en faut. Vous aurez compris que cette lecture est dense tout au long des 160 pages de ce titre, un album qu'édite la maison Stenkiss et qui est disponible depuis le 16 mars dernier. Après un premier tome paru en 2021, voilà que la saga Mégafauna, que l'on doit à Nicolas Puzna, voit arriver en librairie un second et dernier tome qui nous transporte de nouveau en terre nord. C'est que dans cette saga, le monde est coupé en deux par une grande muraille, quasiment infranchissable, qui sépare d'un côté le peuple nord, descendant des hommes de Néandertal, avec les Mérogues, peuple sapiens qui ressemble un peu plus au nôtre, et à notre façon de vivre. Dans le premier tome, le territoire Mérogue était en proie à un déclin drastique de ses ressources et 2 hommes, apprentis chirurgiens, avaient été envoyés en émissaire chez les Nords pour essayer de rétablir une diplomatie entre les 2 camps qui étaient gelés.
Au fil des aventures, le duo allait découvrir une civilisation bien différente de celle qu'il imaginait et allait s'établir définitivement dans cette région du monde. Dans le deuxième tome, nous sommes près de 20 ans plus tard, Timoléon a été assassiné et l'on se retrouve avec Pontus qui amène avec lui Brumel, la fille de son ami Timoléon, et de Gasgar, une femme nord. Si le doux rêve de ces deux-là, que symbolise Brumel, est de réussir à faire cohabiter les deux peuples en paix et en harmonie, force est de constater que les guérisseuses qui ont pris le pouvoir chez les Nords ne l'entendent pas de cette oreille. C'est ainsi que le duo va se retrouver sur les routes, chassé de toutes parts, en compagnie de Krekel, membre du peuple des Omontes, qui ont la particularité d'avoir une petite taille et de croire au Vac, l'esprit des animaux. L'objectif de ce qui est maintenant un trio est de franchir de nouveau la Grande Muraille pour préparer une révolte afin de reprendre le pouvoir en compagnie des Mérogues. Véritable parabole sur notre société et sur les luttes de pouvoir qui parfois l'empoisonnent, Mégafauna n'en reste pas moins un titre très singulier qui insuffle à la fois une bonne dose de fantaisie, d'uchronie, le tout dans un monde qui chevauche l'époque médiévale et la préhistoire. L'ambition de Nicolas Puzna est donc très grande, et s'il oublie parfois en route certains aspects que l'on aurait aimé voir être développés, sa saga en 2 volumes n'en reste pas moins captivante, en plus de faire preuve d'une grande originalité. Dans ce second volume, la lecture est parfois rendue moins fluide avec les noms des personnages, des régions ou des tribus, ce qui a tendance à nous faire sortir un peu de l'intrigue, mais dans l'ensemble, on se laisse porter par cette histoire qui tend un miroir à notre propre société. Intitulé Le livre des délices et des infortunes, cette seconde partie est aussi portée par le très beau dessin, très immersif, d'un auteur qui réinvente ici un monde dans lequel il nous immerge complètement. Comme pour le premier tome, ce sont les éditions Sarbacane qui éditent cette bande dessinée qui fait preuve d'une grande originalité, bande dessinée dont ce second volume, sorti le 1er mars dernier, s'étend sur une centaine de pages. Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir, ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Si l'on pense à Hergé, c'est forcément Tintin que l'on va avoir en tête en premier, mais le créateur du célèbre Reporter à la houppette a aussi imaginé un trio de personnages dans les années 30 pour le journal Cœur Vaillant. Jo, Zette et Joko, le nom de nos 3 héros, vont ainsi connaître 5 aventures qui se voient rééditées dans un album tout juste sorti en librairie et que l'on doit aux éditions Casterman. En polo rouge et pantalon noir, nous avons Jo, garçon intrépide qui n'est pas sans rappeler Tintin pour son goût de l'aventure, goût qu'il partage avec sa sœur, une certaine Zette, qui porte en permanence une robe bleue et 2 rubans rouges noués dans les cheveux. Pour les accompagner dans leurs aventures, les deux ont un singe, le fameux Joko, jamais le dernier pour faire des bêtises et se faire remarquer qui, à l'instar de Milou, soliloque avec lui-même et peut amuser ainsi le lecteur. Les inventions, domaines qui fascinent Hergé, sont souvent au cœur des aventures que va vivre ce trio, comme dans le premier tome, qui tourne autour de la construction d'un avion pouvant dépasser les 1000 km/h afin de remporter 100 millions de dollars. Aventure en 2 parties, l'avion, baptisé le Stratonef, finira de conduire les enfants et leurs singes sur une île perdue, plus tard au pôle Nord, pour les faire atterrir finalement du côté de New York. Pour continuer dans les parallèles avec Tintin, les enfants sont à chaque fois entraînés dans des aventures qui les dépassent, mais pour lesquelles ils vont faire preuve d'un certain courage, arrivant même à les résoudre sans l'aide des adultes. Dans Le Manitoba ne répond plus, premier tome d'un diptyque baptisé Le Rayon du Mystère, c'est une terrible invention qui a le don d'arrêter les moteurs et d'endormir les passagers des bateaux pour mieux les voler, qui est au centre de l'intrigue. Là encore, nos 3 héros se retrouvent malgré eux mêlés à cette histoire et on se surprend à suivre avec intérêt leurs passionnantes aventures. Bien entendu, l'intégrale ici présentée nous fait replonger aussi dans le charme désuet de cette série dont le style ligne claire d'Hergé est tout de suite identifiable, ainsi que certaines thématiques comme on le rappelait. Si Jo, Zette et Joko n'a pas eu le même succès que Tintin, il a quelques recettes en commun tout de même, comme cette faculté à embarquer rapidement son lecteur dans l'aventure. Bel objet à avoir dans sa BD-Tech, cette intégrale est aussi un morceau de l'histoire du 9e art pour une série qui connut un certain succès, mais que le raz-de-marée Tintin a malheureusement fait oublier chez bon nombre de lecteurs.
C'est ainsi que se termine ce 148e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à Environnement toxique, album passionnant que l'on doit à Kate Beaton et aux éditions Casterman. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram lebuller.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée, ou encore entre amis et en famille, afin que le Buller puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines, le lundi 10 avril, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures.